Pour la détermination de la configuration absolue, nous allons commencer par les molécules avec un seul carbone asymétrique. Nous avons déjà évoqué le fait que la première étape, c'est le classement selon les règles séquentielles de Canning-Gold et Prelog des 4 substituants du carbone asymétrique. On va avoir donc un ordre de priorité décroissant, 1, 2, 3, 4, avec 1 pour le substituant le plus prioritaire selon CIP et 4 le moins prioritaire. Nous allons donc avoir deux substituants qui seront pairs, classés pairs, c'est-à-dire 2 et 4, et les deux autres qui seront classés impairs. Alors, on a vu que la première étape pour déterminer la configuration absolue, c'était le classement des 4 substituants du carbone asymétrique selon les règles de CIP. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a écrit à côté de chaque substituant son ordre de priorité, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, on va s'intéresser à la parité des substituants. C'est-à-dire, si le substituant pair classé selon CIP se trouve derrière, par exemple le 2, et si pour passer de 1 à 4, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la configuration est R. Si maintenant pour passer du plus petit au plus grand, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la configuration est S. On peut regarder ça sur un exemple. Ici, nous avons donc un carbone asymétrique avec les 4 substituants qui ont été classés selon les règles de Canning-Gold et Prelog. Si 2 est derrière, sachant que 2 est pair, on va le cacher et on va passer du plus petit au plus grand de ce qui reste, c'est-à-dire on va passer de 1 à 3 à 4 et on regarde dans quel sens ça tourne. Si c'est le sens des aiguilles d'une montre, comme c'est le cas ici, la configuration absolue du carbone asymétrique est R. Si on considère cet autre exemple, où on a toujours 2 qui est un chiffre pair derrière, pour passer du plus petit au plus grand des substituants qui restent, donc de 1 à 3 à 4, on voit qu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et donc la configuration est S. Rajoutons à cela que si le substituant pair, c'est-à-dire celui qui est classé selon les règles CIP 2 ou 4, donc si ce substituant pair est derrière, la lecture sera directe. Par contre, si le substituant impair est derrière, la lecture sera inversée ou bien indirecte. Nous allons voir ça sur un exemple. Nous avons ici un carbone asymétrique puisque les 4 substituants sont différents. Il s'agit de donner sa configuration absolue. Première étape, on va classer les atomes directement liés au carbone asymétrique. C'est la règle numéro 1 des règles de Canning-Gold et Prelog. Donc l'oxygène, c'est le premier. C2H5, le deuxième, en passant au deuxième rang dans le classement. Et CH3, c'est le troisième. Et enfin, l'hydrogène est le quatrième. Donc ici, nous avons un substituant pair derrière. Ce qu'on va faire, on va le cacher et on va regarder quand on passe du plus petit au plus grand, c'est-à-dire du plus prioritaire au moins prioritaire. On passe de 1 à 2 à 3. On tourne ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, la lecture est directe et la configuration est R. Si on a un autre exemple ici,
avec les mêmes substituants, mais un arrangement différent. Le classement, donc, on l'a déjà fait. OH, c'est le premier, ensuite C2H5, ensuite CH3, puis l'hydrogène. Ici, le substituant qui est derrière est impair. Pour passer du plus petit au plus grand des substituants qui restent, c'est-à-dire pour passer de 1 à 2 à 4, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais comme la lecture doit être inversée puisque c'est le substituant impair qui est derrière, on va lire R, mais en fait, on donne comme configuration S parce que la lecture est inversée. Une remarque, c'est que pour lire la configuration absolue une fois qu'on a classé les substituants du carbone asymétrique, on doit choisir soit celui qui est derrière ou celui qui est devant, mais jamais les substituants qui sont dans le plan. Pour résumer, si l'on veut faire la lecture de la configuration absolue, une fois qu'on a classé les 4 substituants du carbone asymétrique, on doit choisir le substituant qui est derrière ou celui qui est devant. Et on doit se baser sur cette première ligne, c'est-à-dire si le substituant pair est derrière, la lecture est directe. Par comparaison avec cette première ligne, si le substituant impair est derrière, la lecture est ici indirecte, elle est inversée. Si par contre le substituant pair est plutôt devant, la lecture est également indirecte. Maintenant, si les deux sont différents, le substituant impair est devant. La lecture redevient directe. Donc, prenons un autre exemple. Pour déterminer la configuration absolue de ce composé, nous devons choisir soit le substituant qui est derrière ou celui qui est devant. Alors, si on choisit le substituant qui est derrière, il est pair, il est derrière, donc la lecture que l'on va faire sera directe. Autrement dit, on va le cacher et on va passer du plus petit au plus grand. On va passer de 1 à 2 à 3 et on voit que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est R, et comme la lecture est directe, donc on va donner comme résultat R. Si on prend le même exemple, c'est exactement le même, sauf que on a le droit de prendre celui qui est devant, c'est ce qu'on avait dit. Prendre celui qui est derrière ou devant, mais jamais ceux qui sont dans le plan. Alors si on prend celui qui est devant, c'est un substituant pair, mais il est devant. Donc, comme on l'a dit précédemment, là, notre lecture de la configuration absolue doit être inversée ou indirecte. Autrement dit, on va cacher 2 et on va passer du plus petit au plus grand de ce qui reste, c'est-à-dire on passe de 1 à 3 à 4. Vous voyez que la flèche elle passe sur le 2, c'est-à-dire que c'est comme s'il était caché. Et on voit qu'ici, ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est S, mais comme la lecture est indirecte, on va donner comme résultat R. Et donc on voit qu'on a trouvé le même résultat, ce qui est tout à fait normal. Que l'on prenne celui qui est derrière ou celui qui est devant, c'est exactement la même chose. Ça doit aboutir à la même configuration absolue. Nous avons vu dans ce qui précède la lecture de la configuration absolue d'un carbone asymétrique sur une représentation de Cram. Nous allons maintenant voir la lecture sur une projection de Fischer. Ici, nous avons un exemple d'une molécule avec un carbone asymétrique. Les 4 substituants de ce carbone sont classés selon les règles séquentielles de Canning-Gold et Prelog. Maintenant, on doit faire la lecture. Si on choisit le C2H5,
C2H5 est classé 2, donc il est pair, et il est sur la verticale. Or, on sait que sur une projection de Fischer, les substituants qui sont sur la verticale sont en arrière et ceux qui sont sur l'horizontale sont en avant. C2H5 est donc derrière, pair derrière, la lecture sera directe. On va donc cacher C2H5, puis on passe du plus petit au plus grand de ce qui reste, c'est-à-dire 1 à 3 puis à 4. On voit que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La configuration est donc R puisque la lecture est directe. Si on prend exactement la même représentation, mais au lieu de choisir C2H5, on va choisir H. H est classé 4, donc il est pair, mais il est sur l'horizontale, donc il est devant. Pair devant, la lecture doit être indirecte. On va cacher H et on va passer du plus petit au plus grand, c'est-à-dire de 1 à 2, puis à 3. Et là, on voit que ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On lit donc S, mais comme la lecture doit être inversée, la configuration est R. Si on veut donner le nom de ce composé, puisqu'il a un carbone asymétrique, le nom exact, complet, doit mentionner la configuration du carbone asymétrique. Le carbone asymétrique est ici en position 2, selon la numérotation de la nomenclature. Donc on dira qu'il est 2R. Le nom exact du composé, ça sera donc le butane 2-ol, mais on mettra devant le nom la configuration absolue du carbone. Si on a un seul carbone, on n'est pas obligé de mettre l'indice, mais si on en a plusieurs, on est obligé de mettre les indices des différents carbones asymétriques. On passe maintenant aux relations de stéréoisomérie de configuration dans le cas de carbone asymétrique. Et on va commencer par les molécules qui ont un seul carbone asymétrique. Nous avons déjà vu que lorsqu'on a un carbone asymétrique, il y a deux stéréoisomères qui sont appelés énantiomères ou antipodes ou inverses optiques, on va le voir tout de suite. Ces deux énantiomères sont images l'un de l'autre par rapport à un miroir. Nous avons ici un exemple avec le stéréoisomère 1 et le stéréoisomère 2. Si on détermine les configurations absolues de ces deux énantiomères, pour le stéréoisomère 1, on classe les 4 substituants du carbone asymétrique selon CIP. Le premier NH2, le deuxième CO2H, le troisième CH3 et H est 4, donc pair, il est derrière, on le cache, puis on passe de NH2 à CO2H, puis à CH3, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. La lecture est directe, donc c'est S. Si on détermine la configuration absolue de l'image par rapport au miroir, pour passer de NH2 à CO2H puis à CH3, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La lecture est directe, donc c'est R. Donc, lorsqu'on a l'image par rapport au miroir, la configuration du carbone asymétrique est inversée. Si on a S, ça sera R et vice-versa. Les deux stéréoisomères 1 et 2 ne sont pas superposables, on l'a déjà vu. Ils sont bien sûr images l'un de l'autre et ils constituent un couple d'énantiomères. Ils sont différents par quoi? On se rappelle qu'on avait dit que les propriétés physiques sont les mêmes, sauf une seule, qui est l'activité optique ou le pouvoir rotatoire. Les pouvoirs rotatoires spécifiques des deux énantiomères sont égaux en valeur absolue, mais de signe
opposés. C'est-à-dire si l'un, par exemple, fait tourner le plan de la lumière polarisée de 5 degrés à droite, l'autre, ça sera 5 degrés à gauche. D'où le fait qu'on dit que ce sont des antipodes ou inverses optiques. Imaginez maintenant que vous avez un mélange où vous avez la même concentration en 1 et en 2. Si on a un mélange équimolaire, ça veut dire même concentration des deux énantiomères, on va avoir 50% de S et 50% de R. Quel est le pouvoir rotatoire de ce mélange? Étant donné que ce sont des antipodes ou inverses optiques, le mélange équimolaire sera optiquement inactif. Le pouvoir rotatoire spécifique est nul par compensation. Alors, le mélange équimolaire de deux énantiomères est appelé mélange racémique. On passe maintenant aux molécules comportant deux carbones asymétriques. On va tout d'abord voir comment on détermine la configuration absolue des carbones asymétriques pour ce genre de molécules. On va faire cela sur un exemple. Donc on voit bien qu'on a deux carbones asymétriques. Si on considère le carbone qui porte le chlore, c'est le carbone numéro 2 selon la nomenclature. Les substituants de ce carbone, c'est le chlore, le méthyle, H et tout le groupement qu'il y a à gauche. On classe ces substituants selon Canning-Gold et Prelog. Le chlore est le premier, H c'est le quatrième. Pour les deux autres, on doit développer au deuxième rang. Le substituant le 2, c'est un carbone qui est lié à deux carbones et un hydrogène, alors que le méthyle, c'est un carbone lié à trois hydrogènes. Donc évidemment, le substituant qui est à gauche est prioritaire au méthyle. Une fois qu'on a classé donc ces quatre substituants, on doit choisir soit le substituant qui est derrière ou celui qui est devant. Si on choisit celui qui est derrière, il est impair, il est derrière, donc la lecture doit être inversée. On cache le chlore et on passe de 2 à 3 puis à 4. On constate que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On lit R, mais on doit inverser et donc la configuration c'est plutôt S. On fait la même chose pour l'autre carbone asymétrique. Les substituants de ce deuxième carbone asymétrique sont donc l'hydrogène, C2H5, CH3, puis tout le groupement avec le carbone qui porte le chlore. Si on les classe selon les règles de Canning-Gold et Prelog, au premier rang, on a pour trois substituants des carbones et l'hydrogène, ça sera classé 4. Donc on développe au deuxième rang, ce qui nous permet de classer le substituant où nous avons le carbone qui porte le chlore en premier. Donc c'est 1, l'éthyle est le 2, le CH3 et le troisième. On doit choisir le substituant qui est devant ou celui qui est derrière. Si on choisit celui qui est derrière, donc ça sera un substituant impair qui est derrière, donc on fait la lecture inversée. On cache le méthyle, puis on passe de 1 à 2, puis à 4. On voit que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On lit R et comme la lecture doit être inversée, c'est donc S. Si on a à donner le nom exact de ce composé, on doit préciser les configurations des deux carbones asymétriques. Et là, on est obligé de mettre les indices selon la numérotation de la nomenclature. Donc, on a le carbone numéro 2, c'est celui qui porte le chlore. Et le carbone numéro 3, c'est le deuxième carbone asymétrique. Ça sera donc 2S, 3S, qu'on écrira avant le nom du composé selon la nomenclature IUPAC.
On s'intéresse maintenant à la lecture de la configuration absolue à partir de la projection de Newman. Si on regarde ceci sur un exemple, dans cette molécule, nous avons 2 carbones asymétriques. Si on n'arrive pas à bien le voir, on peut écrire la formule semi-développée. On voit que le carbone qui porte OH est asymétrique. De même, celui qui porte le chlore est également asymétrique. On se pose la question selon quel axe l'observateur de Newman regarde. Pour cela, pour répondre à cette question, on va numéroter la chaîne principale selon les règles de nomenclature. Et donc on a l'indice 2 pour le carbone qui porte la fonction principale et l'indice 3 pour le carbone qui porte le chlore. L'observateur de Newman regarde donc selon l'axe C2, C3. Pour déterminer la configuration absolue à partir de la projection de Newman, on doit considérer chaque carbone asymétrique à part. Et si on prend en premier le carbone qui est devant le disque, on classe ses substituants. OH, c'est le premier. Le substituant de derrière, c'est le deuxième parce que le carbone est lié à un chlore. Le méthyle, c'est le troisième. Me, c'est le méthyle. Et H, c'est le quatrième. Pour lire la configuration une fois qu'on a classé ces substituants, lorsque le carbone asymétrique est devant le disque, on est obligé de choisir comme substituant celui qui est derrière, toujours. Et là, il suffit de passer du plus petit au plus grand. Donc on voit que lorsqu'on passe de 1 à 3 puis à 4, ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc, comme la lecture est directe puisqu'on a le substituant pair derrière, le carbone 2 est de configuration S. Si on s'intéresse maintenant au carbone numéro 3, on classe ses substituants. Le chlore, c'est le premier, l'hydrogène, c'est le quatrième. Et le substituant qui est devant est classé deuxième parce que le carbone est lié à l'oxygène, alors que le méthyle, c'est un carbone lié à des hydrogènes. Lorsque on veut déterminer la configuration absolue du carbone qui est derrière le disque, on est obligé de choisir le substituant qui est devant. Là, il est classé 2, il est pair, devant, donc la lecture doit être inversée. On passe de 1 à 3 à 4 en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. On lit R et donc on doit inverser l'écriture. Le carbone 3 est de configuration S. Si on veut donner le nom exact de ce composé, on doit faire précéder le nom, selon la nomenclature IUPAC, des configurations des 2 carbones asymétriques. Le carbone numéro 2 est S et le carbone numéro 3 est S également. On les met entre parenthèses, séparés par une virgule, sans oublier les indices, puis on écrit le nom du composé. Ici, c'est le 3-chlorobutane 2-ol.